les hommes que vous venez de voir dans ce film tout à l'heure ne représentent qu'un groupe, qu'une fraction des mercenaires. Il est vrai que la troupe, le gros de la troupe des mercenaires, des hommes qui aujourd'hui occupent Bukavu et tiennent une bonne partie du Kivu, ce sont des mercenaires au sens classique du terme, des hommes qui se vendent pour de l'argent, qui ont certainement des problèmes personnels, qui tiennent de la psychiatrie, si vous voulez, des névrosés, des pathologiques, mais enfin des hommes qui sont étrangers au pays, étrangers au Congo, qui cherchent l'aventure, qui cherchent l'argent. Mais les gens derrière eux, les hommes qui les commandent, les cerveaux en quelque sorte de ces mercenaires de Bukavu, appartiennent à un type d'homme tout à fait différent. D'ailleurs, je crois que Schramm traduit déjà, le commandant Schramm, le commandant du groupe, traduit déjà un peu l'attitude et la qualité de ce petit groupe, cette petite minorité importante des mercenaires et qui se distingue nettement du gros des troupes. Alors, qui sont ces hommes? Ces hommes, ce sont d'anciens planteurs du Kivu. Ce sont des hommes qui, parfois, sont nés dans le pays, en tout cas qui ont grandi dans le pays, et qui se reconnaissent avec l'Est congolais, avec cet immense territoire qui est près de 2 fois la France, qui est un magnifique pays de vallons, de collines, de grandes plantations de café, de cacao, de fleurs, de légumes, qu'on exporte jusqu'en Europe. Un jardin, vraiment, c'est le jardin de l'Afrique, c'est merveilleux que dans ce pays, il y a eu des plantations blanches dès le début de la colonisation, depuis 50 ans. Eh bien, au moment de l'indépendance, un groupe de planteurs, assez fort numériquement, a refusé de partir, a dit « ce pays est à nous, nous l'avons créé, nous avons fait ces plantations, nous avons perdu de l'argent, du sang, de la sueur, nous y restons ». Pour pouvoir y rester, vous savez tout ce qui est arrivé au Congo depuis 7 ans, depuis la mort de Lumumba, c'était l'anarchie quasi permanente, qui commence à être résorbée maintenant, mais enfin, c'était un pays ensanglanté pendant 7 ans. Eh bien, ces planteurs ont constitué des milices d'autodéfense. Milices qui étaient commandées toujours par des Blancs, par des planteurs eux-mêmes qui sont devenus mercenaires ensuite, mais aussi par des milices noires. Et autour de ces plantations se sont constitués, si vous voulez, des villages, les gens sont venus des montagnes, des zones d'insécurité et ont cherché abri, nourriture, abri, protection dans ces plantations, qui aujourd'hui sont comme des forteresses médiévales, si vous voulez, dans une Europe déchirée par une guerre permanente. Enfin, le Moyen-Âge européen fournit des comparaisons assez vraies, assez précises avec le Congo actuel. Alors, la motivation, si vous voulez, de ces Kodoki, commandos du Kivu, c'était le nom qu'ils se sont donnés, de ces miliciens blancs, qui aujourd'hui sont mercenaires à Bukavu, la motivation est assez simple, confuse et simple en même temps. Schramm vous dirait, et je connais surtout 2 de ces lieutenants, Liert et Bruck, eh bien, ces 2 lieutenants m'ont dit, et ils le disent certainement encore aujourd'hui, eh bien, nous restons pour protéger le Kivu. Comment ces 120 Blancs arrivent à tenir en échec l'armée nationale congolaise? C'est en effet une question centrale, cruciale. À mon sens, il y a 3 réponses à cette question. La première tient à la configuration politique de cette province du Kivu. C'est une région tout à fait particulière en Afrique, une des plus intéressantes, si vous voulez, sociologiquement. Donc, l'implantation des Blancs, leur influence et leur emprise psychologique sur la population est très très forte au Kivu. C'est la première raison. La seconde raison, c'est, si vous voulez, une sorte de traumatisme du blanc qui est généralisé, en tout cas pour les Africains, qui est généralisé, à mon sens, en Afrique, au sud de l'équateur. Il faut bien se mettre un instant dans la peau d'un Africain. Ils ont été dominés, écrasés par les Blancs. La colonisation a apporté des réalisations, d'accord, mais enfin c'était un système qui était basé sur l'hiérarchie des races. La troisième raison est l'extrême faiblesse du gouvernement central. Les mercenaires sont forts parce que leurs adversaires sont faibles. Je crois que le Congo de 1967 ressemble par beaucoup d'éléments à l'Europe de la guerre de 30 ans, si vous voulez. Je ne dis pas, bien sûr, que Mobutu a la classe de Ferdinand II ou que Schramm soit Wallenstein,
mais les proportions, si vous voulez, sont gardées à l'intérieur du drame congolais. Faiblesse extrême du gouvernement congolais, qui d'abord est à 3000 km, enfin à 2500 de Bukavu, un réseau routier et de communication qui est détruite depuis très longtemps, et une incapacité de la part du gouvernement central de mobiliser le peuple congolais contre cette menace des mercenaires, parce que c'est une menace, c'est extrêmement grave. Si le gouvernement central n'arrive pas à extirper ce cancer du corps national que sont les mercenaires actuels, eh bien, il n'aura plus jamais d'autorité sur le pays.